Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc considérons maintenant l'aspect le plus banal de la décohérence, qui est le fait que pour les objets macroscopiques, la base privilégiée est la base position. C'est probablement un des aspects qui a été le plus étudié dans la décohérence. Donc on a un objet quelconque dont X représente les états qui sont des états propres de l'opérateur de position. D'un autre côté, ces objets vont diffuser les particules environnantes, des molécules d'air, des photons, etc. Considérons donc une telle particule diffusée décrite par une fonction d'onde psi. Dans le schéma de mesure de von Neumann, ici de simple interaction, on aura l'état X psi qui évolue au cours du temps pour donner X psi X. Psi X étant l'état de la particule après avoir été diffusée par l'objet, qui peut s'écrire X Sx psi X. Psi. Sx étant une matrice de diffusion propre au type d'interaction. Elles sont bien connues, diffusion photons sur électrons, diffusion d'un électron sur un autre électron. Les matrices de diffusion sont calculées en mécanique quantique ou voire en théorie quantique des champs. Elles sont bien maîtrisées et bien connues. Ça, c'est pour une position bien précise. On peut aussi le généraliser à un paquet d'ondes phi de x, une certaine distribution de la position pour notre objet. La matrice de densité réduite s'écrit alors ρ x x', x' étant les indices des colonnes de la matrice de densité réduite, va s'écrire phi x' fois psi s' S croix X, S, X, psi. L'amplitude pour l'opérateur de diffusion multiplié par son conjugué hermétique. Ça, c'est une équation très simple qui n'applique d'ailleurs pas de décohérence. En fait, une seule diffusion ne va pas changer grand-chose. Elle est forcément insuffisante. Si l'objet est percuté par un seul unique photon, ça ne va pas beaucoup modifier la situation. Si on a de nombreuses diffusions, diffusions de ce type, on vérifie par le calcul que cela conduit à un amortissement exponentiel de la cohérence spatiale. C'est-à-dire que ρ x t prend la valeur au temps t de ρ x à l'instant 0 fois une exponentielle négative, donc qui s'amortit en moins lambda t x moins x' carré. Et lambda, le coefficient d'amortissement, est typiquement de l'ordre de 1 sur le temps de décohérence. Donc, la particule se retrouve localisée avec une grande précision, sauf pour des valeurs x quasiment égales à x', donc vraiment d'une toute petite zone, en un temps donné par 1 sur lambda. La valeur de lambda se calcule aussi, bien sûr, lorsqu'on calcule cette expression, et elle vaut k carré, où k est le nombre d'ondes de la particule qui est diffusée, fois n nu sur v, qui est le flux donc c'est un nombre fois la fréquence divisé par le volume, c'est le flux de particules diffusées, fois sigma f, c'est-à-dire la section efficace de diffusion pour le processus de diffusion concerné. On peut calculer ces valeurs dans toute une série de cas typiques. Alors je vais vous les donner parce que c'est vraiment intéressant. Donc, on va prendre un tableau. On va considérer des objets de 10-3 cm, donc lambda
est donné par centimètre carré et par seconde. Des objets de 10-3 cm, un centième de millimètre, typiquement des poussières, 10-5 cm, des poussières mais particulièrement fines, des poussières de l'ordre du micron, et 10-6 cm, typiquement une grosse molécule. Sous l'influence du rayonnement fossile, donc le rayonnement cosmologique fossile à 3 Kelvin, ces coefficients valent 10 exposant 6, 10 exposant moins 6 et 10 exposant moins 12. Pour des photons thermiques, c'est-à-dire le rayonnement thermique à température ambiante, 300 Kelvin, on obtient 10 exposant 19, 10 exposant 12, 10 exposant 6. Pour la lumière solaire, donc les photons venant du rayonnement solaire à la surface de la Terre, on obtient 10, 21, 10, 17, 10, 13. Pour les molécules d'air, à pression ambiante, l'air qui nous entoure, on obtient 10, 36, 10, 32 et 10, 30. Et pour le vide de laboratoire, qui est typiquement de l'ordre de 1000 particules par centimètre cube, on obtient 10, 23, 10, 19, 10, 17. Et on voit que, sauf dans deux petits cas, ces coefficients sont vraiment énormes. Énormes. Ça veut dire que la décohérence est extrêmement rapide. Pour une poussière de l'ordre du centième de millimètre, la décohérence est pratiquement instantanée, particulièrement avec les molécules d'air, dû à la diffusion des molécules d'air. Et même les grosses molécules ont une décohérence très rapide. Donc un chimiste qui prend dans un tube à essai des molécules à étudier ne va pas avoir la surprise de retrouver sa molécule à 1 km de là parce qu'elle se serait dispersée en position. Elle reste localisée dans son tube. Donc la décohérence est vraiment très rapide. Même des poussières dans le vide galactique, qui est bien plus poussé que le vide de laboratoire, subissent une décohérence due au rayonnement fossile. Alors, les coefficients peuvent être assez petits, comme 10-6, mais là, les durées sont beaucoup plus longues. 10-6, ça fait jamais que quelques milliers d'heures, quelques centaines d'heures, et les particules, les poussières dans les nuages galactiques, ils restent bien plus longtemps que quelques centaines d'heures. Et donc, même pour des poussières dans le vide galactique, de fines poussières, de l'ordre du micron, même pour ces poussières-là, la décohérence due au rayonnement fossile ambiant qui est permanent, cette décohérence ne peut pas être négligée. La décohérence de position est donc un phénomène extrêmement fort. Le premier qui a remarqué ce manque d'isolement, donc à ce moment-là on ne parlait pas encore de décohérence, mais c'était le docteur Z. Alors le docteur Z, en 1970, a étudié ces phénomènes d'interaction. C'était pas encore la décohérence, je le précise, mais il parlait plutôt de systèmes fermés ou non fermés dus aux interactions. Et son constat, c'était que il n'y avait jamais vraiment de système fermé, sauf peut-être à l'échelle microscopique pendant un court instant. Mais pour des systèmes du type poussière, les grosses molécules, les systèmes fermés sont illusoires, le seul système fermé lui-même étant tout l'univers. À l'époque, son article fut d'ailleurs mal compris. Une revue Nuovo Scienziato, une revue italienne, avait refusé
l'article disant que l'auteur ne comprenait pas bien les travaux de son époque. En fait, c'était sans doute un peu trop novateur comme idée déjà. Ça a été publié pratiquement après par une revue qui a mieux lu l'article en détail, qui est l'article Foundations Physique, donc un article consacré aux fondations de la physique, où l'article a bien été publié. Et une bonne dizaine d'années après, apparaissait la théorie de la décohérence, basée sur ce constat que les objets ne sont pratiquement jamais vraiment isolés. On peut aussi combiner l'état de la particule avec l'équation de Schrödinger. Dans ce cas-là, on obtient une équation d'évolution et on peut y inclure le recul. C'est-à-dire que si on a un objet comme une particule, un atome qui est percuté par un photon, non seulement le photon est diffusé, mais l'atome va reculer sous l'impact. Ce phénomène, assez banal, c'est un phénomène de rebond comme les boules de billard, ce phénomène permet d'introduire le frottement. Parce que lorsque on a un objet qui se déplace dans un fluide, comme l'air, ce sont ces mouvements qui vont produire des perturbations dans la position des molécules de mon bras. Cela va provoquer à terme une dissipation thermique et un frottement qui ralentit mon bras. Évidemment, dans l'air, je ne suis pas beaucoup freiné, mais on peut imaginer aussi le frottement sur le sol ou un bateau dans un fluide, dans de l'eau, ou un avion dans l'air. Et donc, on introduit ainsi la friction et la dissipation. Les premiers à avoir pondu une équation complète qui incluait la décohérence et la dissipation, la friction, sont Caldera et Le Guet. Alors, ils ont obtenu une équation, je ne vous écrirai pas, c'est un peu compliqué et ça ne vous servira à rien. Donnons le résultat. On obtient que pour une particule libre, une poussière, une molécule, le taux de décohérence divisé par le taux ce qu'on appelle le taux de relaxation, c'est-à-dire dû au frottement. Le rapport entre les deux est typiquement de l'ordre de delta x, la taille de l'objet, divisé par lambda th, lambda thermique. En fait, c'est une longueur d'onde, dite longueur d'onde de Broglie thermique. On peut calculer ça pour différents cas. Par exemple, pour un objet de l'ordre de 1 gramme, à température ambiante, à 300 Kelvin, pour une taille de l'ordre du centimètre, on obtient un rapport 10 exposant 40. Des milliards de milliards de milliards. C'est énorme, colossal. Donc, en pratique, pour les objets macroscopiques, la décohérence est toujours beaucoup plus rapide que la dissipation, que le frottement, que l'amortissement dû à la dissipation ou au frottement. La friction est beaucoup plus lente. Ce n'est que pour des objets particulièrement petits, de l'ordre d'un atome ou une petite molécule, que même dans un environnement un peu bruité, dans un solide par exemple, avec des interactions d'autres atomes, ce n'est que là qu'on peut avoir une décohérence qui est de l'ordre de la dissipation. Donc la décohérence est toujours fortement importante. On peut aussi appliquer ce modèle, ces équations, au cas des molécules chirales. Alors, je vous en avais parlé du glucose. Le glucose peut être dans deux états, l'état gauche, L, ou l'état droit, D, lévogir, dextrogir. Qui sont comme des images dans un miroir. Hund, en 1929, donc il y a déjà longtemps, au début de la mécanique quantique, avait déjà montré que le passage
de la forme L à la forme D ou vice-versa, par effet tunnel quantique, avait une très très faible probabilité de se produire. Simplement parce qu'une molécule de sucre n'est pas petite par rapport au cas de l'ammoniac que nous avions étudié, rappelez-vous. Mais ça n'empêche pas qu'il existe des états que nous écrivons 1 et 2, qui sont des états propres superposés de L et de D, avec une énergie minimale pour 1, maximale pour 2, des états propres de l'énergie. Et même si la différence entre les deux n'est pas énorme. Donc, le simple fait que ça ne bascule pas facilement, ça peut quand même basculer, introduit une petite différence, et donc, cet effet tunnel très improbable ne justifie pas que l'on n'observe pas du tout des états d'énergie propre. Pourquoi n'observe-t-on pas la molécule dans l'état d'énergie minimale? On montre aussi, en fait, que là aussi, il y a une rapide décohérence par interaction avec les molécules d'air, par diffusion, et la base qui est privilégiée est la base position, et donc celle qui détermine l'orientation de la molécule, gauche ou droite. Et au lieu d'avoir un état symétrique, puisque les états 1 sont un mélange de gauche et de droit, l'état 2, L moins D. Ces états sont donc parfaitement symétriques. Moitié, gauche et droit. Or, à cause de la décohérence, la molécule va se retrouver ou dans le gauche, ou dans le droit, va donc se retrouver dans un état moins symétrique, avec une asymétrie de type parité, de type miroir. Et c'est un exemple de brisure spontanée de la symétrie, donc le phénomène spontanément brise sa symétrie, induit par l'environnement. Voilà pour une application assez sympathique des résultats de la décohérence. Nous allons voir une autre application intéressante, particulièrement troublante, comme je l'avais trouvé à l'époque. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'effet Zénon quantique. Je vous remercie.